Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. La campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril au Bénin bat son plein. Le duo du Parti des Forces Coribles pour un Bénin émergent dans la course à la présidentielle avec le duo Alassane Soumanou Djimba et Paul Humpé. Signature d'une déclaration de principe entre le gouvernement soudanais qui mène la transition et le mouvement populaire de libération du Soudan Nord. Les autorités insistent sur la nécessité de poursuivre les négociations entre les parties afin de parvenir à un accord de paix inclusif. Un point à suivre également sur la situation liée au Covid-19 et la prise en charge des malades. Nous nous sommes rendus au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, dans le principal centre de prise en charge des patients atteints du coronavirus. Mais tout d'abord, l'actualité au Niger, après les tirs nourris entendus dans la nuit de mardi à mercredi dans le secteur de la présidence dans la capitale Niamey, à quelques jours de l'investiture du président élu Mohamed Bazoum, qui doit prendre ses fonctions le 2 avril. Les autorités parlent désormais d'une situation sous contrôle. Des sources sécuritaires indiquent que des militaires ont été arrêtés après ce qu'elles qualifient de tentative de coup d'État. Le 11 avril, les 5,5 millions d'électeurs béninois sont attendus aux urnes. Ils devront choisir entre 3 candidatures, celle du président sortant Patrice Talon, qui aura face à lui une figure des opposants corentins Koué. En lice également l'ancien ministre Alassane Soumanou Djimba du parti d'opposition FCBE, Alassane Soumanou Djimba, qui sillonne le pays avec son colistier Paul Humpé. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Le duo Soumanou Humpé, candidat de la FCBE en lice pour la présidentielle du 11 avril 2021, était face aux enseignants, étudiants et femmes des marchés de Cotonou. Alassane Soumanou et Paul Humpé, candidats du parti Force Coribles pour un Bénin émergent FCBE, ont présenté leur projet de société aux populations du département du littoral. Un programme d'action qui vise à préparer le peuple à l'alternance démocratique sur la base du consensus. Beaucoup de personnes sont victimes d'hypertension à cause de la pauvreté grandissante. Et je mentis? Non. Allons-nous accepter de subir encore? Non. On connaît notre destination. Notre duo compte sur vous pour l'alternance au pouvoir le 11 avril 2021. Bon, 11 avril, le duo candidat du parti FCBE a critiqué la gouvernance du président Patrice Talon. Alassane Djemba Soumanou et Paul Humpé ont dénoncé la réforme limitant les droits de grève des travailleurs. Dans le secteur de l'éducation, ils ont désapprouvé le système de l'aspirana instauré par le gouvernement de Talon. Président de la République après le 11 avril 2021, Alassane Djemba Soumanou entend renforcer le partenariat secteur public et privé et orienter les jeunes vers les centres professionnels pour l'auto-emploi. Si vous me faites confiance, moi, Soumanou Alassane, dit Gateri, la première décision en premier conseil des ministres serait la réconciliation nationale et le retour au bercail de tous les exilés. Nous allons supprimer le TVM, la taxe, les vignettes que vous payez et on ne sait pas à quoi ça sert. Nous allons mettre fin au double frais que vous payez au péage. Moi, président, je mettrai fin à des privatisations sauvages. Dans notre pays aujourd'hui, la privatisation est synonyme de descente aux enfers. Alassane Djemba et Paul Humpé, duo candidat pour l'alternance au pouvoir le 11 avril 2021, entendent œuvrer pour la sécurisation des villes, des contrées du pays. A noter que selon la Sénat, au total 4 958 850 électeurs sont attendus aux urnes le 11 avril 2021. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devraient être fixés ce mercredi sur leur sort. La Cour pénale internationale doit confirmer ou non les acquittements de l'ancien président ivoirien et de son ancien ministre prononcés en janvier 2019.
Au terme de 3 ans de procès et 10 années de procédure, les 2 hommes étaient accusés de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. La procureure réclame l'annulation des acquittements. Fatou Bensouda avait dénoncé un procès entaché de vices et une décision illégale. 30 ans de prison, c'est la peine la plus lourde jamais infligée par la Cour pénale internationale. Eh bien, la CPI a confirmé ce verdict ce mardi dans l'affaire Bosco Ntaganda, l'ancien chef de guerre et général de l'armée congolaise. Les juges de la Cour d'appel de la CPI ont confirmé que le chef militaire de l'UPC, reconnu coupable de 18 chefs d'accusation pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, avait joué un rôle central dans les crimes commis par ses troupes en 2002 et 2003 en Ituri. Avec ce verdict, c'est donc la fin d'une longue procédure judiciaire débutée en 2006. Au Soudan, le président du Conseil souverain Abdel Fattah Abdelrahman al-Bourhan a signé le 18 mars une déclaration de principe avec le mouvement populaire de libération du Soudan Nord. Une étape cruciale qui marque le début des pourparlers de paix entre les deux parties. L'objectif est de parvenir à un accord de paix inclusif. Marie-Raphaël Antolo. Le 28 mars 2021, les autorités de transition soudanaises ont signé une déclaration de principe avec le mouvement populaire de libération du Soudan Nord, l'un des derniers groupes rebelles du pays. Le texte signé reconnaît la diversité ethnique, religieuse et culturelle du Soudan et stipule qu'aucune religion ne sera imposée à qui que ce soit dorénavant dans le pays. C'est une avancée notable dans le retour de la normalisation politique au Soudan. On se rappelle depuis que les accords d'octobre 2020, il y avait simplement un seul groupe, le mouvement de rebelles du Soudan du Nord, qui n'était pas signataire de cet accord. Et depuis les négociations qui ont abouti à l'accord de principe, pouvant ouvrir à la possibilité de signature d'un accord de paix global, nous pouvons estimer déjà que le Soudan est dans le retour des relations internationales. Le 3 octobre 2020, des accords de paix avaient été signés à Djouba entre le gouvernement de transition soudanaise et les mouvements armés. Seul le mouvement populaire de libération du Soudan Nord avait refusé de prendre part à cette signature du fait que les autorités de transition n'acceptaient pas de séparer l'État de la religion. Ainsi, la définition de l'État soudanaise comme État laïque, respectant la diversité des religions, serait un grand pas vers la paix selon certains experts. Il est parfois difficile de croire qu'un tel accord de paix va permettre de pérenniser la paix au Soudan de manière durable. Lorsqu'on nous imagine depuis 2003 le nombre de victimes orchestrées notamment par les mouvements et milices et rebelles proches du gouvernement de Khartoum, et notamment dans la région du Darfour, nous estimons que la communauté internationale doit pouvoir accompagner le Soudan de la mise en place d'une justice transitionnelle en vue d'indemniser la population qui ont fortement perdu lors de ces cycles de violence perpétuelle orchestrés par l'ancien régime du président El-Béchi. Donc c'est une urgence d'ordre politique et social. Aussi bien dans l'agenda politique de la transition comme la communauté internationale, si nous voulons également émerger un accord de paix durable qui pourra s'aimer comme dividende de la paix au Soudan, il faut obligatoirement indemniser les populations victimes. Des accords supplémentaires pour établir une entente entre les groupes rebelles et autorités de transition restent encore à implémenter. Pour le moment, les rebelles et l'armée soudanaise s'engagent à respecter le cessez-le-feu fragile en vigueur depuis la chute d'Omar el-Béchir en avril 2019. Selon des experts, cette déclaration de principe est un pas de plus pour la consolidation de la paix dans le pays. Au terme de la 53e session de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique qui s'est clôturée le 23 mars, les différents acteurs ont émis un certain nombre de recommandations comme la nécessité de lancer une nouvelle banque d'investissement qui permet de concilier économie et écologie. Samantha Saberoussa-Boubanga. Les ministres africains des Finances ont annoncé au sortir de la 53e session de la conférence des ministres africains des Finances, de la planification et du développement économique le lancement d'une nouvelle banque d'investissement verte pour l'Afrique. À cet effet, la banque a mobilisé environ 20 milliards de dollars auprès des partenaires d'investissement du G7 et du G20. Elle cherche également à lever 3 à 5 milliards de dollars auprès des investisseurs institutionnels et de gouvernements africains pour la concrétisation de ce projet. L'Afrique a besoin d'une mutualisation
d'efforts financiers visant à faire face aux projets de protection de l'environnement, visant à faire face aux projets de protection de l'énergie verte, visant à faire face à tout ce qui est protection de l'environnement dans une optique très bio. Ce mécanisme se dessine comme une banque panafricaine d'investissement dans les infrastructures vertes et agira comme une plateforme d'investissement panafricaine internationale de classe mondiale pour mobiliser ce marché de financement et ce capital institutionnel à grande échelle. La gestion des politiques écologiques va être immédiatement un défi parce que ce n'est pas un réflexe naturel des pays africains, ce n'est pas la plus grande préoccupation des pays africains et ce n'est pas la plus grande réalité en matière d'exemple. Donc ce qui fait que pour y aller, il faut un certain consensus technique, un consensus économique et un consensus pratique. C'est-à-dire le pays qui doit abriter le siège de cette banque doit avoir les capacités de l'amener. D'abord, les capacités de leader, les capacités d'être un exemple en respect scrupuleux des problèmes d'environnement, des problèmes écologiques, des problèmes de protection d'énergie verte, des problèmes d'optimisation énergétique. Afin de lutter contre la pauvreté énergétique à travers le continent, l'Afrique a besoin de 100 milliards de dollars par an pendant la prochaine décennie, a expliqué Hubert Danso, président du Forum des dirigeants africains sur la richesse souveraine et les fonds de pension. L'économie tchadienne est toujours au bord de l'asphyxie. Le Tchad fait face à une grave crise économique avec des finances publiques au plus bas depuis la chute des cours du pétrole amorcée en 2014. Pour tenter de relancer son économie, l'État compte sur son plan national de développement. Mais qui pour le financer? C'est toute la question. Siamlo Victoria Sedji. 10e plus grand détenteur de réserves pétrolières en Afrique, avec presque 60% des revenus de l'État provenant du secteur, le Tchad, notamment son économie, a payé un lourd tribut à la fluctuation des prix du pétrole ces 2 dernières décennies. L'exécutif veut inverser la tendance. Ainsi, pour la mise en œuvre du plan national de développement 2017-2021, la part belle est faite à la diversification de l'économie. Pour financer ce programme ambitieux, l'exécutif mise sur les investissements étrangers. Le Tchad pense pouvoir, n'est-ce pas, dans le cadre de ce plan national de développement, commencer par le financement des projets structurants, comme tous les autres. Et pense également que quand les projets structurants seront financés, ils vont pouvoir les réaliser. Et sur la base de ces projets structurants, le Tchad va pouvoir, n'est-ce pas, créer un climat qui va permettre, créer des conditions qui vont permettre à ce que les industriels puissent s'installer au Tchad. Le coût global de la mise en œuvre du PND 2017-2021 était évalué à 5 538,23 milliards de francs CFA. Le montant comprend les accords et conventions. Fin 2017, l'exécutif avait obtenu des promesses de financement de 24 milliards de dollars émanant d'investisseurs étrangers et d'autres partenaires lors d'une table ronde des bailleurs de fonds organisée à Paris. En réalité, le vrai problème de la réussite de ce plan national de développement ne se situe pas seulement au niveau des financements trouvés. Il s'agit pour nos pays de pouvoir s'assurer que tout cela fait, on va arriver à améliorer les conditions de vie des populations. On va pouvoir, n'est-ce pas, permettre aux gens d'avoir l'eau potable, d'avoir l'électricité, d'avoir l'accès à l'éducation, que les produits qui sont fabriqués soient déjà compétitifs et que l'indice de développement humain puisse s'améliorer. En août 2018, le Tchad s'est doté d'un projet de loi d'orientation agricole en vue d'assurer une croissance viable de l'agriculture qui représente environ 35% du PIB. Mais le pays doit encore améliorer son climat des affaires pour accroître les financements en direction du secteur agricole. Dans le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale, il occupait le 43e rang en Afrique subsaharienne. En Afrique, les vaccins contre le Covid-19 arrivent en faible nombre et avec retard. Ainsi, l'écart se creuse de plus en plus entre les pays riches et ceux en développement. Mais qu'en est-il de la question des traitements et de la prise en charge des malades? Nous nous sommes penchés sur la situation au Cameroun, comme vous allez le voir dans ce reportage de Joël Ballot. 283 lits,
mis à la disposition des patients atteints du Covid-19. Une information qui ressort de la visite de presse du ministre camerounais de la Santé publique Manaouda Malachi de l'unité spécialisée dans la prise en charge des patients atteints du Covid-19 à l'annexe 2 de l'hôpital central de Yaoundé. Pour tous, l'accès à la salle de réception du centre est conditionné par une désinfection complète des pieds à la tête, passant par le port du masque, la prise de température et le lavage des mains. La capacité d'accueil d'Oka est de 283 lits, donc 23 lits aux soins intensifs. Donc c'est là où on accueille les malades critiques qui parfois ont besoin d'assistance respiratoire, donc on les intube et puis on met la machine qui est le respirateur qui respire à leur place. On a l'unité de soins continu, c'est-à-dire c'est pour ces patients qui ont besoin d'oxygène, mais ils n'ont pas besoin d'assistance respiratoire. Ils sont au premier niveau et c'est une capacité de 60 lits. En arpentant les couloirs de ce pavillon, la surprise fut grande pour tous. La salle des soins intensifs, composée de 23 lits, affiche complet. La salle pédiatrique accueille une dizaine d'enfants dont le confort est minutieusement suivi par le personnel médical. D'une oreille attentive, la presse capte les informations distillées par le personnel médical quand il foule la salle de soins continus. Surprise, les patients n'ont pas de garde malade. Ils sont pour certains endormis, pour d'autres concentrés sur leur smartphone et tablette. Rien à voir avec le cliché du malade agonisant qui pilule sur les réseaux sociaux. Du 8 juin 2020 jusqu'à aujourd'hui, on continue à recevoir des malades avec une affluence qui a rebondi en début janvier. Au jour du 13 mars, on a reçu environ plus de 1500 malades. Et parmi ces 1500 malades, on a 119 décès. Et pendant la même période, on avait 221 malades hospitalisés. Donc vous comprenez que plus de 1100 étaient assortis guéris. Animée par des préjugés, cette visite aura permis à la presse de toucher du doigt les réalités vécues au quotidien par les patients et le personnel soignant. Une preuve factuelle de l'engagement du gouvernement camerounais dans la prise en charge des personnes atteintes de Covid-19. Du sport également dans l'actualité avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Éthiopie, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert se qualifient. C'était ce mardi au terme de la 6e et dernière journée de la campagne de qualification pour la compétition qui doit se dérouler en 2022 au Cameroun. Reste désormais à départager le Bénin et la Sierra Leone dont le match n'a pas pu se tenir. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.